sommes en guerre et face à une puissance qui est l'Europe, conduite par Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Ce dimanche 26 juillet 2026, le gouvernement du Niger, gouvernement militaire dirigé par le général Abdourahmane Tiani, célébrait le 3e anniversaire après sa prise de pouvoir, après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Et au cours justement de cet événement, le général Tiani a accordé à une chaîne de télévision publique de son pays, bien entendu, une longue interview au cours de laquelle il est revenu sur les grandes réalisations accomplies au cours de ces 3 ans. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le général Tiani, au cours de cette interview, de cet entretien, a accusé, à longueur justement d'interview, a accusé encore la France d'être responsable de tous les maux que connaît le Niger, allant jusqu'à dire qu'avant le 26 juillet le 26 juillet 2023, le Niger était une colonie de la France. Et justement, c'est une déclaration importante, lourde de sens. Dire que avant le 26 juillet 2023, autrement dit, avant la prise de pouvoir du général Tiani, le Niger restait une colonie de la France. C'est une déclaration lourde de sens. Bien évidemment, qui va être interprétée différemment, puisque chacun a une opinion à se faire là-dessus. Et bien entendu, il convient d'abord de se poser la question, est-ce que le général Tiani a raison de dire que le Niger était, jusqu'au 26 juillet 2023, une colonie de la France? Chacun répondra comme il l'entend. Mais il n'a pas tort. Peut-être qu'il n'a pas entièrement raison, mais il n'a pas du tout tort. Puisque quand on essaie de voir effectivement les relations entre la France et le Niger avant l'avènement au pouvoir du général Tiani, on peut constater que le Niger restait sous influence de la France. D'abord, il y avait ce contingent militaire stationné au Niger, dans le cadre bien évidemment du partenariat militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région. Mais vous comprenez également que s'il y a un contingent militaire dans un pays, c'est ce qu'on disait d'ailleurs hier dans une autre vidéo, ce n'est pas seulement pour lutter contre l'insécurité, mais c'est pour également essayer de défendre les intérêts de la puissance en question. Cela est un point. Il y avait un contingent militaire qui était de la France et qui était stationné au Niger, comme si le Niger ne pouvait pas assurer sa sécurité lui-même. Ça, c'est un fait. Et notre point, non négligeable, bien évidemment, c'est l'économie. L'économie, surtout l'exploitation de l'uranium. Vous savez que le Niger produit à peu près 5% de l'uranium au niveau mondial. C'est énorme. Et justement, l'uranium, jusqu'à la prise de pouvoir du général Tiani, l'uranium du Niger était exploité par la France. Au travers de sa société, justement, la société Orano, la société française Orano, exploitait l'uranium du Niger. Et pour dire justement que maintenant que le général Tiani a pris le pouvoir, le Niger s'est détaché de cette influence de la France, donc s'est émancipé, le général Tiani a fourni des explications tout de même
qu'on savait déjà, ça veut dire qu'il a prié l'armée française de quitter le sol nigérien, ça c'était un fait, mais également il a rompu le partenariat entre Orano, c'était Société française, et le Niger. Vous savez, en 2024, le Niger a retiré à Orano le permis qui lui permettait évidemment d'exploiter l'uranium, surtout à la mine d'Elenem. Ça veut dire que le général Tiani ne juste que sur ces deux points, peut-être pas les seuls, a essayé de détacher son pays de l'influence de la France. Ça veut dire il a demandé à la France de retirer son contingent militaire du sol nigérien et en même temps, il a retiré le permis d'exploitation à Orano, le permis qui lui permettait bien évidemment d'exploiter l'uranium. Et la société nigérienne, qui était une filiale d'Orano, a été depuis nationalisée. Donc, vous comprenez, c'est ce que des explications que donne le général Etiani pour dire que le Niger est depuis son arrivée plus indépendant qu'il ne l'était avant, ou disons sous Mohamed Bazoum. Vous savez, il dit même, le général Etiani, dit que l'ambassadeur de France qui était au Niger n'était pas l'ambassadeur au Niger, mais c'était l'ambassadeur auprès de Mohamed Bazoum. Donc, c'est une accusation très grave. Une accusation grave, dire que la France, bien sûr, a continué à coloniser le Niger après l'indépendance officielle, bien évidemment, dans les années 60. Et on le sait, bien sûr, ce n'est pas seulement le Niger. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et la France, bien sûr, est accusée plus que d'autres puissances coloniales d'avoir entretenu ce qui est appelé la France-Afrique. Ça veut dire continuer à exercer son influence sur les pouvoirs locaux, nationaux en Afrique, en vue bien évidemment de pouvoir exploiter les richesses des pays en question. Et donc, c'est de cela qu'a parlé le général Abdourahmane Tiani dans son entretien accordé à cette chaîne de télévision publique du Niger. Donc, je posais la question, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Chacun peut se faire une opinion, mais je dis tout simplement qu'il n'a pas totalement tort pour des raisons que je viens d'expliquer. Et donc, pour parler de son bilan à la tête de son pays, il parle de l'indépendance, de la souveraineté. D'ailleurs, le 26 juillet est baptisé au Niger la journée de la souveraineté, pour dire nous avons reconquis notre indépendance. Et en parlant justement de la France, il ne s'est pas arrêté là, il dit que la France n'a pas des armées. Et bien sûr, on lui a demandé de partir, de retirer le contingent militaire qui était stationné au Niger. On a retiré le permis d'exploitation qui permettait à Orano d'exploiter l'uranium du Niger. Mais on dit que la France continue maintenant de vouloir revenir par la force. Et c'est là où justement les choses deviennent plus intéressantes, puisque le général Etiani accuse la France de vouloir toujours déstabiliser son territoire. Déstabiliser son territoire, d'abord en s'appuyant sur la CEDEAO. Parce que le général Etiani accuse la CEDEAO d'être sous la coupe de la France. Et il en parle dans des termes très, très, très durs. Mais ce n'est pas seulement la CEDEAO. Le général Etiani dit également que les attaques qui ont été lancées d'abord au mois de janvier, puis au mois de juin, à l'aéroport de Niamey. Le général Etiani dit que c'est la France qui était derrière tout ça. Ce ne sont pas des rebelles, des djihadistes, comme on a tendance à le croire, mais le général Etiani dit que
c'est la France qui a tout organisé, qui a tout préparé et qui a donné les ordres justement aux assaillants de faire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont tenté de faire. Et c'est encore une fois une accusation très grave. La horde de ceux qui sont venus pour la deuxième fois à l'aéroport sont des mercenaires à la solde de la France, mais de façon plus générale à la solde de l'Union européenne ou de l'Europe ou de l'Occident plus généralement. Bien entendu, la France n'a pas encore réagi, mais on sait que ce n'est pas la première fois que le général Etiani tient de tels propos à l'encontre de la France. Je ne sais pas si le Quai d'Orsay va réagir, mais dans tous les cas, il y a ces accusations qui sont là et qui sont lancées dans des termes très appuyés, comme pour le général Etiani, comme si le général Etiani voudrait dire qu'il sait ce qu'il dit et qu'il n'a pas peur de le dire. Il accuse la France de vouloir déstabiliser le territoire nigérien. En parlant justement de la déstabilisation, ce n'est pas seulement le territoire du Niger. Il dit que la France veut déstabiliser le territoire de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, puisque justement pour le chef de l'État du Niger, l'une des réalisations les plus importantes au cours de ces 3 années de pouvoir est d'avoir réussi à construire l'Alliance des États du Sahel. Pour lui, c'est une fierté. Et il parle d'ailleurs, comme pour répondre aux interrogations que nous avions à propos des opérations militaires des rebelles du Mali, il dit qu'il y a maintenant une force commune de l'AES et que bien sûr, il y aura la riposte commune contre les insurgés, contre le JNIM au Mali et contre bien sûr les rebelles de l'Azawad. Il dit pour lui, on ne va pas le dire à haute voix, mais vous comprenez que nous travaillons, nous ne faisons pas de la communication, et donc ce que nous faisons, ce n'est pas nécessaire que nous le mettions à la place publique. On a compris donc qu'il y a cette volonté de la part des pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, de conjuguer les forces et d'aller évidemment défendre le territoire commun de l'AES. Pas seulement le territoire du Niger, pas seulement le territoire du Mali, pas seulement le territoire du Burkina Faso, mais tout simplement le territoire de l'AES. On a compris, on a saisi le message. Et parlons de cette confédération de l'AES. Le général Etiani dit que bien sûr, toujours en parlant de la France, que la France veut détruire cette confédération. Pour lui, pour le général Etiani, la France voudrait faire en sorte qu'il y ait un des dirigeants, des 3 dirigeants qui tombent, soit par la mort, l'assassinat bien entendu, ou par le coup d'État. Un coup d'État, soit militaire, soit tout simplement par des attaques militaires comme celles qui ont été menées contre l'aéroport de Niamey. Il dit, si on réussit à faire partir un des 3 dirigeants, les piliers de l'AES, les autres vont réfléchir et peut-être se raviser. Ce sont les propos même du général Etiani. Et voilà. Et donc, c'était pour évoquer ce que disait le général Etiani à propos du comportement de la France dans cette région. Évidemment, ce sont des accusations très graves, puisque pour lui, pour le général Etiani, il y a de grandes réalisations au cours de ces 3 années de pouvoir, mais il y a toujours la menace qui pèse sur la sécurité de son pays, de son pouvoir, surtout à cause de la France. Et c'est bien évidemment, comme nous le disons, une accusation
très, très grave. Et vous savez bien entendu que ce qui me contente est la France. Si on essaie de suivre la réflexion du général Etienne, c'est que bien entendu, avant l'arrivée au pouvoir du régime actuel, la France faisait la loi, la pluie et le beau temps dans cette région, ça veut dire au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Et maintenant, ce n'est plus le cas, puisque bien évidemment, comme on le sait, il y a eu le changement d'alliance. Ce n'est plus les puissances occidentales qui ont la priorité, qui ont d'abord la primauté pour ce qui est du partenariat ou des relations diplomatiques privilégiées avec ces trois pays du Sahel, mais c'est plutôt les puissances de l'Est, à commencer par la Russie, mais aussi par la Chine. Et d'ailleurs, les trois dirigeants de l'AES disent que ce sont des alliances stratégiques. Autrement dit, on a délaissé l'Occident pour l'Orient. Et d'ailleurs, de façon générale, pour ce qui est convenu d'appeler maintenant les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, cette plateforme, bien évidemment, qui s'est créée en 2011 pour essayer de faire de contrepoids contre l'Occident, dirigé par les États-Unis essentiellement, puisque cette plateforme milite pour un monde multipolaire, pas seulement un monde monopolaire, basé à Washington ou à Paris, mais surtout un monde multipolaire. C'est le terme même utilisé par les dirigeants de cette plateforme, les BRICS. On parlait donc de l'entretien du général Tiani. Il a tenu des accusations très graves à l'encontre et surtout de la France. Il a accusé la CEDEAO. Mais il s'est gardé de dire, et c'est peut-être là où nous allons finir cette vidéo, il s'est gardé de parler de son bilan en matière de démocratie. Parce qu'on a suivi le général Tiani, l'année dernière, il a été investi chef de l'État pour 5 ans, renouvelable, sans élection. Donc, il y a un mandat de 5 ans, renouvelable et sans élection. Il a dissous toutes les formations politiques. Il a dissous les organisations de la société civile. Il n'y a plus d'instances politiques au Niger. Il y a tout simplement des instances, ce qu'il appelle des instances de la refondation, comme le Conseil consultatif de la refondation. Donc, c'est un pouvoir militaire dans des termes les plus crus. Un pouvoir militaire. Et cela implique quoi? Cela implique justement que quand il y a un tel pouvoir militaire, c'est un pouvoir qui ne reçoit pas de critiques, qui ne tolère pas des voix discordantes. Et d'ailleurs, il faut voir les opposants nigériens, qui tous d'ailleurs, comme par hasard, vivent à l'extérieur du pays. Ils disent maintenant que sous le régime du général Tiani, l'espace démocratique s'est beaucoup rétréci. Bien évidemment, avec les faits que je viens de détailler tout à l'heure. Il n'y a plus d'espace politique, il n'y a plus de droit d'expression, il n'y a plus de droit d'opinion. On a domestiqué tout le monde. La presse est aux ordres. Donc, c'est un pouvoir militaire, dans toutes les nuances du prisme. Sur le bilan-là, le général Tiani n'en a pas parlé. Comme si pour lui, cela n'était pas important. Et pourtant, ça a une importance considérable. Et donc, je me permets d'évoquer cet état de fait, c'est que même si le général Tiani a rendu son pays la fierté
d'être réellement souverain, même si il a rendu son pays la fierté d'exploiter lui-même son uranium, qui est l'une des principales sources de revenus. Même s'il s'est tourné contre l'Occident pour aller vers les puissances de l'Est en termes de partenariat stratégique, il y a toujours un hic. Il y a quelque chose quand même qui cloche. Ça veut dire le rétrécissement des libertés civiles. Et là, justement, c'est dommage, c'est dommageable. C'est quelque chose à regretter. Et puis, il faut souligner également le fait qu'il n'y a pas d'effort visible. Quand on a vu comment il parle de la Côte d'Ivoire, comment il parle de la CEDEAO de façon générale, on a compris qu'il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de place à la diplomatie, il n'y a pas d'effort diplomatique pour essayer de rétablir des relations saines avec les voisins, surtout du Sud. Et là, justement aussi, c'est à regretter. Sinon, il a insisté sur l'alliance des États du Sahel, je l'ai dit, l'alliance des États du Sahel, qui peut, bien entendu, quand on conjugue les efforts, porter des fruits qu'on ne voit pas pour l'instant, du moins sur le plan de la sécurité. Il en a parlé, il a rassuré la population, mais on attend toujours de voir, disons, l'AES évoluer au secours du Mali qui est maintenant dans de très mauvais draps. Mais on verra dans l'avenir comment les choses vont évoluer positivement, on espère. On espère que justement, les trois pays vont pouvoir conjuguer les forces pour rétablir la sécurité sur le territoire des trois pays en question. C'est ça qu'on souhaite. Mais il faudrait également fournir un effort pour permettre aux Nigériens d'avoir un espace de liberté, de pouvoir s'exprimer sans crainte, puisque on dit qu'il y a beaucoup d'arrestations arbitraires au Niger. Et d'ailleurs, on ne comprend toujours pas que 3 ans après le coup d'État, le président Mohamed Bazoum et son épouse restent en détention, sans procès. Il n'y a pas eu de jugement et ils restent en détention tout de même. C'est quelque chose à regretter également. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas libéré? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas jugé s'il y a des faits répréhensibles qui lui sont reprochés? Tout simplement, il reste en détention et après, quand le général Tiani prend la parole, il l'accuse bien sûr d'être un traître, d'avoir vendu son pays à l'Occident, surtout à la France et tout ça, mais au moins qu'il soit jugé, sinon qu'il soit libéré, c'est ce qu'on souhaite. Et on demande justement aux autorités du Niger de réfléchir, puisque pour moi, Mohamed Bazoum ne constitue aucunement une menace pour le pouvoir en place. Pourquoi le maintenir en détention? Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. C'était le dossier du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.